Ah oui, formation en française de SQL. Ok. Ça a l'air intéressant ça. Oui, la France est super court. On poursuit avec le rendez-vous du matin, le CQFR, comme tous les jours. Aujourd'hui, Shai, on va commencer avec Joachim Noah, qui s'est exprimé sur la formation aux États-Unis et en France, la qualité de la formation, le processus de formation. Et pour lui, la France est supérieure aux États-Unis. Je te laisse nous donner sa décla, à part si tu l'as pas sous les. Déjà, ça commence mal, frérot. Comment ça, la France est supérieure face aux États-Unis? On n'arrive même pas à gagner le championnat d'Europe. Vous avez vu ce qu'ils ont fait, comment qu'ils ont fait les U18? Dans ce cas-là, Si, si, je le prendrai, mais je- là, t'inquiète, parce que du coup, c'est un podcast, un podcast. Sur quel PC tu fais tes lives Mac Mini M4. Pardonne my take j'ai écouté son passage là-dedans hier soir. Alors ça date d'il y a quelques semaines, hein, mais je l'ai vu qu'hier et j'ai trouvé le propos hyper intéressant. Forcément, Joachim Noah, il a un parcours très particulier. Il a grandi un peu en France, a été un peu formé en France, puis après est parti à New York. Donc il a vu les différents types de systèmes. Il a été à la fac aux États-Unis. Voilà, il y a le côté, les deux cultures qui sont très intéressantes de ce point de vue-là. Et son interlocuteur lui disait, ah maintenant vous avez des Wembanyama et machin, vous sortez des mutants tous les ans, alors que nous on est en plein questionnement. Comment t'expliques ça? Pourquoi vous en êtes là maintenant? Est-ce que la formation à la française et plus globalement à l'européenne est meilleure? Je trouvais que sa réponse était intéressante et mettait plutôt en valeur le système de formation à la française. On a nos propres réserves dessus parfois, hein, sur ce qui peut se passer dans la formation, mais c'est vrai que globalement, ça permet aussi de se dire qu'il y a quand même beaucoup de bonnes choses, tu vois, par rapport à forcément ce que vivent les jeunes Américains qui En espèrent. fait, moi, j'aimerais juste dire un truc, hein. Déjà, on parle de formation, ok? Déjà, comment on juge une formation bonne? Quels sont les résultats, ok? Les résultats, c'est quoi? En compétition jeune, on gagne quoi? On gagne quelle compétition en jeune? Déjà, c'est la première des choses que moi, j'ai envie de leur dire. Si on parle de formation, ok? Si la formation française, elle est meilleure que l'américaine, pourquoi on n'arrive même pas à gagner l'euro en U18? Pourquoi on n'arrive même pas à gagner l'euro? Je ne sais même pas c'est quand la dernière fois qu'on a gagné l'euro U18. Je crois que c'est avec Franck et tout. C'est la génération de Franck et tout. Je crois l'euro U18, la dernière fois qu'on a gagné l'euro U18. Donc déjà, première des questions que moi j'ai envie de leur poser à ces mecs-là, c'est pourquoi on n'arrive pas à gagner l'euro en jeune? Déjà, ça c'est la première des questions. Pourquoi on n'arrive pas à gagner la Coupe du Monde en jeune? Pourquoi on n'arrive pas à gagner... Déjà, c'est la première des choses. Pourquoi on n'arrive pas à gagner? Moi, c'est la première chose que je vais leur dire. Donc je vais te dire comment il a répondu. Il dit en France, le système pour développer les joueurs est excellent. Le temps est venu pour les États-Unis de se poser des questions. À travers le monde, le niveau augmente en ce moment même. Moi, j'ai grandi en France et joué là-bas jusqu'à 12 ans, puis je suis parti à New York City. Donc j'ai connu 2 genres de formation. Et ce qui est intéressant en France, c'est que les équipes professionnelles ont des sections U10, U12, U14, U16. Déjà, Et à j'ai envie de vous dire, Joachim Noah, il connaît rien de la formation française parce qu'il a même pas connu, lui. Parce qu'il est parti aux États-Unis à 12 ans. Donc, il a même pas été formé en France. Déjà, ça, c'est la première des choses. Joachim Noah, il sait même pas ce que c'est de jouer en club en France. Il a même pas fait jouer en club en France. Et ça, c'est pas pour manquer de respect à Joachim Noah ou que ce soit. Il a même pas joué en club en France. Il sait même pas. tu joues un match, l'équipe de la classe d'âge supérieure joue après toi. Donc tu peux voir ce qu'il faut pour être au niveau au-dessus. Si tu es assez bon à 10 ans, tu peux aussi jouer directement avec les U12. L'autre chose que la France fait très bien, Aux États-Unis, tu es en freshman à 14 ans, tu joues contre des mecs de 18 ans déjà. Parce que freshman, sophomore, junior, high school, ça va de 14 à 18 ans, même 19 ans. Tu joues avec des mecs déjà qui ont 4 ans de plus que toi déjà. Déjà ça, j'ai envie de te dire. c'est que le basket y est enseigné comme un jeu d'équipe. Il n'y a pas d'histoire de superstar, et si tu as le potentiel pour jouer en NBA, là les meilleurs GM français viennent frapper à ta porte et discuter avec tes parents pour leur expliquer ce que ça implique. Les gens sont prêts, les français sont prêts aujourd'hui. Aux États-Unis, il y a des gamins de 16 ans, 18 ans qui gagnent déjà des millions de dollars. Qu'est-ce qu'un coach va dire à ces mecs-là? Et moi, je n'ai rien contre ces gamins. C'est comme ça. Si nous, on avait eu 2 millions de dollars en banque à l'époque, on n'aurait pas été les mêmes non plus. Mais pour développer le jeu ici, il faut un changement. Donc j'ai bien aimé Il faut un changement. Moi, je comprends pas. Les Américains, en Euroleague, c'est eux qui dominent le plus. En NBA, c'est eux qui dominent le plus. Pourquoi c'est eux qui devraient changer? Moi, je comprends pas en fait. En fait, je comprends pas comment ça se fait que c'est les gagnants qui doivent changer, genre, leur méthode de faire. Genre, les gagnants, ils doivent changer leur méthode de faire. Je comprends pas en fait. Genre, cette logique, je vous jure, les gars, elle ne me va pas. C'est comme si un mec, il gagne une course au JO et on lui dit, non, toi, ta méthode, elle est pas bonne, faut que tu la changes. Mais il a gagné, hein. En U19, ils dominent depuis je sais pas combien d'années. En U18, ils n'ont jamais perdu de compétition. Mais les mecs, c'est eux qui doivent changer leur formation. Mais nous, on perd contre l'Espagne alors qu'on mène de 8 points et qu'il reste 9 secondes 34 secondes à jouer. Mais nous, notre formation, elle est parfaite. Moi, en fait, ça, je n'arrive pas à comprendre. Je suis désolé. Et moi, j'aimerais bien, ces mecs-là,
Je vais essayer de trouver leur contact pour qu'ils débattent avec moi en vrai, en réel. Et tous leurs arguments, je vais les contrer un par un. Parce qu'en fait, tu peux pas nier la vérité. Tu peux pas nier la vérité. Les États-Unis, ils dominent les catégories jeunes depuis des années et des années. Donc, comment tu veux nier la vérité? Cette année, ils sont arrivés avec des 2007. Ils ont gagné le championnat U19. Mais vous avez vu la différence au niveau du tir à 3 points, des qualités athlétiques, de la défense, des passes, de l'exécution en contre-attaque, de l'IQ, les systèmes, tous les compartiments du jeu, ils étaient meilleurs que toutes les équipes. Donc comment tu vas m'expliquer que leur formation n'est pas bonne et qu'ils doivent changer quelque chose? La NBA, c'est la ligue qui paye le mieux au monde. La NCAA, c'est la ligue qui paye le mieux au monde chez les jeunes. High school, pareil. Pourquoi ils doivent changer leur système? Ça n'a même pas de sens. Ils ont les meilleurs joueurs du monde. Ils ont les meilleures infrastructures du monde. C'est eux qui font le plus d'argent. C'est eux qui ont le meilleur modèle économique niveau basket. Mais c'est eux qui doivent changer. Et en Europe, on est les boss. Ça n'a même pas de logique ce qu'ils disent. Ça n'a même pas de sens. Ça n'a même pas de sens. Ça n'a même pas de sens. Un début de comparaison, évidemment. Et c'est vrai que moi, ça nous paraît. Enfin, on grandit, quel que soit le sport, avec le fait qu'il y a des équipes dans chaque catégorie. Ça nous paraît évident, en fait. Et pour les Américains, ça se passe pas comme ça. J'ai envie de te dire un truc déjà. De une, à partir du moment où tu joues en espoir et que tu es aspirant pro, tu ne peux même plus aller à l'école. Il y a des mecs qui sont aspirants pro à 17 ans, ils ne peuvent même plus aller à l'école parce que tu ne peux pas allier école et basket. Aux États-Unis, justement, tu as la possibilité d'allier basket et école. Et vous êtes en train de me dire que ça, c'est une mauvaise chose? Aux États-Unis, si tu n'es pas bon à l'école, si tu n'as pas une certaine moyenne, qui équivaut à, je crois, 2.5 ou 2.8, qui équivaut à 12 de moyenne, eh ben, tu ne peux pas jouer au basket. Tu as beau être le meilleur joueur du pays, si tu n'as pas les notes scolairement, tu ne peux pas jouer au basket. Comment tu vas me dire que ce système, il est mauvais déjà? Maxime Reynaud, il a dit je quitte la France parce que je ne peux pas être professionnel et faire les études en même temps. Il est parti à Stanford, dans l'une des meilleures facs du monde, pas des États-Unis, du monde. Il a pris un diplôme. Il est en NBA maintenant. Quel club, quel système, en France, comment on aurait pu lui proposer ça? En France, même pour avoir des horaires aménagés, c'est la guerre. Et vous allez me faire croire que le fait qu'il n'ait pas de catégorie aux États-Unis, c'est une mauvaise chose comparé à la France, où le championnat de espoir, il ne veut plus rien dire parce que tu as beau être meilleur scoreur du championnat espoir, tu vas même pas jouer des minutes en pro. Donc déjà, nos championnats, ils n'ont même pas de sens. Ils ne sont même pas médiatisés, nos championnats. Mais les mecs, ces mecs-là, ils réfléchissent quand ils parlent. Ouais, c'est marrant, c'est pas sur les points de la formation américaine, c'est pas ce que moi j'aurais mis le plus en avant, hein, parce qu'il y a combien de gamins de 16 ans vraiment qui sont millionnaires aux États-Unis? Bon, après, j'imagine qu'il y en a, qu'il y a des exemples, Il n'y en a mais pas beaucoup. moi, ce qui me marque le plus, l'impression que j'ai avec le recul, évidemment, je suis pas aux États-Unis, j'ai l'impression que leur Première des choses, pour moi, si tu n'as jamais été aux États-Unis, tu ne peux pas parler d'information des États-Unis. Et pourquoi moi, je me permets de parler? Parce que j'y ai été, j'y ai vécu. Et moi, j'ai pas eu du succès aux États-Unis, hein. Moi, j'ai pas eu du succès et j'ai jamais eu peur de le dire. Mais c'est pas parce que j'ai pas eu du succès que j'ai pas pu réaliser les choses qu'il y avait. Genre là-bas, toutes les choses qu'il y a, tout est 1000 fois mieux. Et je vous le jure, les gars, et comme je vous l'ai dit, si vous êtes fan de basket, les gars, vous êtes jeune, tu as 14 ans, 15 ans, travaille pendant 1, 2 mois, ok, garde ton argent, coffre ton argent, garde-le. Et je te jure, pendant un été, pendant 1, 2 semaines, pendant les dernières semaines du mois de juillet, prends ton billet, va à Las Vegas, va voir AYBL Pitch Jam. Je te jure que tu vas me remercier pendant toute ta vie. Ta vision du basket va totalement changer. Genre, tu vas plus jamais critiquer les États-Unis. Genre, tu vas rien comprendre. S'il te plaît, juste faites ça. Un jour, économisez, voyagez, parce qu'en fait, c'est bien de les écouter, ces mecs-là parler, qui ont jamais posé les pieds aux States. Ils ont jamais vu un match AU. J'en suis sûr, tu leur demandes, est-ce que tu as déjà vu un match complet high school? Ils vont te dire non. J'en suis sûr à 1000% qu'ils n'ont jamais vu un match high school complet. Jamais. Mais ces mecs-là vont se permettre de parler parce qu'ils répètent ce que tout le monde dit. Ils répètent tout ce que le monde dit, il faut les perroquets. elle est Exactement. très Joachim Noah, il est parti aux États-Unis grâce à la formation américaine et maintenant il crache dessus. Ça n'a même pas de sens. Alors que lui-même, il a quitté la France pour y aller. C'est même pas logique en fait.
Vous voyez ce que je veux dire? Ça n'a pas de sens. I Ça n'a pas de sens, en fait. De toute façon, c'est souvent comme ça. Et sur l'individu, sur l'individualisme, c'est Gilbert Arenas, il y a pas longtemps, qui expliquait que le problème, en fait, c'est qu'aux États-Unis, les gamins, ils jouent pas au basket. Ils jouent pas au basket, ils font du travail individuel tout le temps, mais il y a pas cette notion vraiment, et ça rejoint un peu ce qu'il dit lui sur le collectif en France, c'est qu'on t'enseigne d'abord ça comme un jeu d'équipe. D'ailleurs, ces dernières années, il y a une évolution dans la formation française, enfin, c'est pas dans la formation, mais j'ai pu parler là ces derniers jours avec beaucoup de formateurs justement, que ce soit à l'INSEP ou dans des clubs professionnels. Hem, il y a quelque chose qui se développe beaucoup ces dernières années, qui est à la mode aux États-Unis depuis plus longtemps, c'est le coaching individuel, les coachs individuels, et ça en France et d'autres endroits en Europe, ça permet éventuellement Il dit n'importe quoi, c'est pas nouveau le coaching individuel aux États-Unis. Ça date depuis des années, c'est pas nouveau. Mais bon, vas-y. de Ils combler un disent petit peu le n'importe gap quoi, genre. qu'il peut y avoir entre, ben, on a des joueurs qui savent jouer au basket, mais qui aussi sont capables de faire la différence seuls parce qu'ils ont travaillé leurs fondamentaux individuels. Ça se développe de plus en plus et on est peut-être justement dans la bonne courbe où eux, les Américains, ont besoin de revenir un peu à cette base de fondamentaux collectifs. Mais comme Vous avez vu le championnat U19 comme moi, ok? Est-ce que vous avez l'impression qu'ils avaient du mal à jouer collectif, les Américains? Est-ce que vous avez eu l'impression que la France était super au point collectivement? Moi, j'ai pas l'impression, hein. J'ai pas l'impression. Et j'ai envie de vous dire, les gars, pour créer un bon collectif, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut pour créer un bon collectif? Il faut des bonnes individualités. Parce que tu as beau avoir le meilleur collectif, les meilleurs systèmes passent. Si à la fin, tu mets pas le 3 points à la fin du système, il sert à rien ton système. Ok? Tu as beau être Paris Basket, qui tu veux, si tu n'as pas un Nadir pour mettre les points, tu n'as pas un TJ Short pour marquer à midrange, tu n'as pas un Kevarius Hayes pour prendre les alley ça vaut rien. Donc le basket, il faut arrêter de mentir et dire que c'est un sport collectif. C'est d'abord un sport individuel. Et ensuite, collectif. Mais ça commence déjà par l'individualisme. Si tu prends le système que tu mets pour Curry et tu mets un mec qui ne sait pas shooter à la place, ça ne marche pas. C'est aussi simple que ça. Si Wemby fait 1m80, son jeu, il ne marche pas. Donc c'est individuel, c'est propre à chacun déjà. Pour créer un collectif, déjà, il faut des individualités. Un collectif ne marche pas s'il n'y a pas d'individualité. Là, c'est la première des choses qu'il faut retenir. Exactement. Quand Evan Fournier avait dit oui, je sais pas quoi, je sais plus ce qu'il avait dit. KD, il avait dit, ouais, il avait dit la cohésion. Nous, on se connaît depuis petit. Eux, ils se connaissent pas trop et tout. Il a dit, bah, on verra. Si ta cohésion, ça va t'aider quand tu vas défendre sur Steph. C'est exactement ça. Quand tu vas défendre sur Steph, on verra si ta cohésion va t'aider. Et on a encore eu l'exemple au JO, Steph qui nous détruit dans le quatrième quart-temps. Vous allez dire que l'individualité, ça ne sert à rien. C'est plus important que le collectif, l'individualité, parce que sans individualité, tu ne peux pas créer de collectif. Mais avec des bonnes individualités, tu peux créer un collectif. Mais le contraire n'est pas possible. Il faut avoir des skills d'abord au basket. Et c'est ça que vous n'avez pas compris. C'est pour ça que Franck n'arrivait pas à NBA. C'est pour ça que Kylian Hayes n'arrivait pas à NBA. Parce que les mecs ne sont pas bons individuellement. C'est pour ça, c'est pas collectif. Collectif, ça sert à rien. Ça s'apprend le collectif. Le basket, c'est toujours les mêmes choses. Pick and roll, pick and flare, Steiger, c'est tout le temps la même chose le basket. C'est tout le temps la même chose. On n'invente pas le basket. Isolation, pick and roll, post-up, c'est tout le temps la même chose. Maintenant, est-ce que tu es capable de mettre un shoot ouvert? Et à combien de pourcents? À 40%, à 10%, 20%? Tu es capable de faire une passe? Tu n'es pas capable de voir le jeu? En plus, vous parlez de IQ, tout ça. Mais vous pensez que sur le terrain de basket, tu as le temps de réfléchir? Tout se passe à l'instant. Sur le terrain de basket, ça va trop vite. C'est que de l'instinct, le basket, à bout d'un moment. Il n'y a pas vraiment de réflexion, hein. Le jeu, il va trop vite. Tu crois que tu as le temps de dire, bon, ok, j'ai la balle, je vais voir si je vais driver là, ou si je vais aller là, ou si je vais là. ça part du fait. Les coachings en France, ça vient pas populaire, ça fait longtemps que c'est à la mode, le coaching individuel. C'est juste que maintenant, il y a les réseaux sociaux, donc maintenant, tu as l'impression qu'il y en a plus, mais ça fait longtemps. Le basket, ça a toujours existé, le coaching individuel. Depuis que le basket, ça existe. Ça a toujours existé, le coaching individuel. Mais c'est juste que maintenant, bah, avec les réseaux sociaux, tu as l'impression qu'il y en a plus. Mais ça a toujours existé, que ce soit en France, aux États-Unis, partout. Moi, quand j'ai commencé le basket, j'avais 14 piges. Ça fait plus de 10 ans. Mais il y avait déjà des coachs individuels.
Donc, c'est pas nouveau le coaching individuel. Ça a toujours existé. Dans toutes les équipes, il y a toujours eu un coach individuel. Ça a toujours été comme ça. C'est pas nouveau. Club. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de clubisme, il n'y a pas d'amateurisme, il n'y a pas de basket amateur aux États-Unis. Ça les choque. Mm. Encore une fois, autre exemple, récemment, je suis tombé sur un Américain qui fait des vidéos un peu sur des tips, etc. Et il est allé en Grèce et il était choqué de voir qu'il y avait qu'en fait, si tu as 35 ans, tu peux jouer en club. En fait, tu joues en club, quel que soit ton niveau, et ça l'a complètement bouleversé. C'est des trucs auxquels eux n'ont Ouais, mais c'est un système qui est fait différemment, en fait. C'est genre, oui, aux États-Unis, il y a pas de ligue amateur. Enfin, il y a des petites ligues maintenant, mais c'est comme si je t'ai dit aux États-Unis, il y a Next Chapter et il y a pas Next Chapter en France. Genre, les mecs, ils peuvent faire ils peuvent cacher des 10 000, 20 000 balles par mois et il y a pas ça en France. Des mecs qui jouent pas en club. Il y a pas de Next Chapter en France. Ici, en France, regarde, je vais vous dire un truc. Les mecs qui sont signés à Next Chapter, ils font plus d'argent que des pros en France, des fois même. Ou que des mecs qui jouent en N3 ou N2, N1. Il y a des mecs en N3, N2, N1, ils touchent 2 000 € par mois. Les meilleurs salaires en Pro B, c'est 3 000, 4 000. Il y a des mecs avec Next Chapter, en faisant un pay-per-view. Nascore, il avait pris 43 000 en faisant un pay-per-view. En faisant un 1-1, il avait pris 43K. C'est comme si je te dis aux États-Unis, il y a des genre, c'est stupide de dire ça, genre. De dire, ah, mais ici en France, on a la N3, aux États-Unis, il n'y a pas. C'est- n'ont pas accès. Il y a il y a des clubs, bien sûr, il y a des ligues, mais c'est des ligues dans les gyms, etc. C'est pas du tout la même chose. Et c'est vrai que si tu es un gamin en Europe, tu peux jouer au basket en fait, quel que soit ton niveau, tu peux jouer au basket, au volley, au foot. Alors il y a des clubs quand même en province qui n'ont pas toute la catégorie, hein, Non, bien sûr. par manque Mais de monde, mais en France, on est quand même un sport avec énormément de licenciés. Effectivement, tu peux jouer tout le temps et tu apprends à jouer collectivement, tu as besoin des autres de toute façon. Tu apprends même un Touwemba Niama qu'il est à 9 ans ou à 10 ans, quand, tu vois, quand il commence, et il a besoin de jouer avec d'autres personnes et c'est là où Attends, mais il me effectivement. faut rire. Genre, attends, mais il pense qu'aux États-Unis, le basket, ça se joue individuellement. Genre, il faut pas du 55. Aux États-Unis, il faut que du 1 contre 1. Et il parle comme si aux États-Unis, il faisait pas du 55. Aux États-Unis, il faut que du 1 contre 1, les gars, wesh. Les gars. Eh, franchement, pas pour manquer de respect à ces mecs-là, j'aimerais bien les voir juste prendre un ballon, attraper un ballon, dribbler. Franchement, j'aimerais bien les voir juste attraper le ballon, dribbler. Parce que pour parler comme ça, je pense que les skills basket, ça doit être très, très, très pauvre. C'est l'avantage. Alors, encore une fois, eux aussi, ils jouent, mais il y a une forme d'élitisme qui est quand même assez différent, je pense. ce qui est très intéressant aussi, c'est que ça m'a rappelé le passage de Franz Wagner dans le podcast de JJ Redick quand Redick n'était pas encore coach des Je te Lakers. jure, au States, c'est interdit de faire des passes. Genre là-bas, il faut que du one-one. Genre, il faut pas de passe, il faut rien. Eh, mais ça me tue. Je vous jure, ça me tue, les gars. Alors là, plus c'est plutôt sur la manière dont on leur apprend le basket finalement. Qui est, tu l'as dit, c'est différent, hein, même pour les. Mais je comprends pas pourquoi c'est les meilleurs alors. Si c'est la mauvaise manière d'apprendre le basket, pourquoi c'est les meilleurs? Pourquoi? Pourquoi en France on n'a jamais sorti de Stephen Curry? Pourquoi on n'a jamais sorti de Kevin Durant? Pourquoi? Pourquoi on n'a jamais sorti de Paul George, de T-Mac, Pourquoi on n'a jamais sorti des mecs comme ça? Des Trae Young, des Lamelo Ball. Pourquoi? Des meneurs qui font 2 mètres, ils peuvent dribbler, shooter du milieu de terrain. Pourquoi? Si la formation elle est mauvaise, pourquoi ils sont meilleurs? Mais c'est stupide de dire ça, wesh. En fait, c'est comme les gens qui sont pauvres, qui veulent dire aux riches comment devenir riches. C'est la même chose. Qui disent aux riches, ouais, les riches, ils font pas ça. Les riches, ils dépensent pas leur argent comme ça. Mais toi, t'es pauvre. Comment tu sais, ma gueule? C'est la même chose. On n'arrive pas à gagner un championnat d'Europe, mais on dit qu'on a une meilleure formation que les mecs qui gagnent tout le temps. Vous êtes cons, vous êtes cons. Je sais pas si vous vous rendez compte comment c'est stupide. Vous voulez apprendre aux mecs qui gagnent tout le temps, vous dites que la formation elle est mauvaise alors qu'ils gagnent tout le temps et c'est les meilleurs du monde. Vous êtes obligé d'appeler des carrés chaque année pour sauver les clubs en France. Pourquoi vous dites... De l'élite américaine, on leur apprend pas le basket de la même manière. Il y a quand même encore le côté très individuel, même s'ils sont intégrés à un collectif. Et je l'avais retrouvé, il expliquait, et Redick était sidéré justement, et je pense que ça lui a donné des idées aussi après en tant que coach. Tu vois, mais Wagner, il disait, je crois que. Je vais vous dire un truc. Hein. Déjà, je vais vous dire un truc. Les Américains, ils pensent qu'au business. Okay, les Américains, ils pensent qu'au business. Les Américains ne vont jamais te dire réellement ce qu'ils pensent. Des Européens, ils vont toujours dire oui, la formation européenne, elle est mieux. Oui, si, oui, ça. Parce que les Américains, ils cherchent le business. Côté business, frère. Ils en ont rien à foutre.
Eux, si ils peuvent dire que la formation en Grèce, elle est meilleure pour se mettre bien avec les coachs en Grèce, pour prendre des contacts et tout, ils vont le faire. Les Américains, ils en ont rien à foutre, c'est des putains de snakes. Les Américains, ils peuvent te dire, t'es le meilleur et tout, te caresser, te faire comme si t'étais leur meilleur ami et tout, et te mettre un couteau dans le dos juste derrière. Ils en ont rien à foutre, les Américains. C'est des putains de snakes. C'est des putains de snakes. Ils en ont rien à foutre. Donc déjà, quand vous voyez des Américains dire des trucs comme ça, je vous jure que vous allez au State, vous allez voir comment ils traitent les Européens au State là-bas. Vous allez voir comment ils traitent les Européens, comment ils ne respectent pas les Européens. Parce que dans les journaux et tout, ils vont tout faire pour embellir la chose. Tu penses que Didier Reddick il va arriver dans un podcast et va dire ouais, tous les Européens sont nuls, alors qu'il veut être coach à NBA? Il va jamais dire ça, alors que la NBA veut des Européens, etc. Ils vont toujours faire genre oui, la formation européenne elle est meilleure, oui, si, ça. C'est des menteurs, c'est des putains de menteurs, frère. C'est les carrés, c'est des snakes. Jouer un pick and roll avant d'avoir 15 ans, c'est quelque chose qui montre à quel point on a grandi différemment. À quel Il point est semi-pro en Allemagne, tu mens. C'est impossible qu'il est semi-pro en Allemagne. Arrête de mentir. Il peut pas être pro en Allemagne, frérot. Je le vois à sa tête. Vraiment, nous, c'était du give and go, des coupes, des passes, que du déplacement. On avait une structure, des principes. Je te Il y crois avait vraiment un pas. système. On nous apprenait à lire le jeu, les espaces, à couper, à faire des passes. Et entraînement, je me souviens plus Et jeune. même quand s'il on est arrivait à pro, faire je le 10 passes de lave. suite, on marquait un point. Le scoring n'était pas important, il fallait juste passer, couper et se déplacer. Je le lave, moi. Et je pense que ça se Il est voit aujourd'hui pro, quand on s'il regarde est pas jouer des content, basketteurs dites-lui. européens, qui Envoie-lui un arrivent en message, on fait one-one, je le Ah lave. bah ouais, Je les lave ses fesses. je Et reviens sur celui la qui formation gagne, française. et C'est celui vrai que nous, des fois, on est et celui qui gagne, il a raison sur la formation. On en veut toujours un peu plus, effectivement, parce qu'on voit qu'il y a un réservoir très intéressant en France, un réservoir d'athlètes, un potentiel qui peut être peut-être sans doute encore mieux exploité, mais c'est vrai que notre système Bien sûr qu'il peut être mieux exploité. Bien sûr. de formation est envié, et pas seulement aux États-Unis, aussi dans d'autres pays d'Europe. Donc vous pensez que les Américains envient. Mais en fait, pourquoi les Américains. Il a dit notre système de formation est envié. Vous pensez que l'Espagne envie la France sur la formation? Non. Vous savez pourquoi l'Espagne, la seule chose sur laquelle l'Espagne peut envier la France, vous savez c'est quoi? C'est tous les athlètes qu'on a là. L'Espagne, je vous jure, si vous donnez à l'Espagne tous les athlètes qu'on a là, tous les monstres physiques qu'on a, mais je vous le jure qu'ils sortent chaque année 5, 6, 7 joueurs NBA. L'Espagne, tu leur donnes les joueurs qu'on a là, mais punaise. Mais punaise. Regarde comment ils nous ont battus en U18 avec tous les athlètes, tous les physiques, tous les joueurs qu'on a. Regarde comment ils nous ont battus. Avec 0 prospect NBA dans leur équipe, ils nous ont tapés. Mais tu leur donnes ça à l'Espagne, mais ils te font des monstres. L'Espagne, ils te font des monstres. Notre système de formation est quand même reconnu à l'échelle. Qui reconnaît? Qui dit que la formation française est bonne? Qui? J'aimerais bien voir. Parce que les Serbes, ils ne respectent pas. Les Espagnols, encore moins, parce qu'ils nous lavent à chaque fois. Qui respecte la. Vous pensez qu'en Grèce et tout, ils disent que nous, on forme mieux qu'eux? Les Panathinaikos et tout, leur culture basket et tout. Vous pensez que leur culture basket, notre culture basket, elle est meilleure qu'en Lituanie ou qu'en Serbie ou qu'en. Mais vous êtes fous! Moi, je sais pas. À l'échelle internationale, et ça explique aussi sans doute pourquoi La seule raison pour laquelle, et je le répète depuis des années, pourquoi la France envoie plus de joueurs NBA que les autres pays, c'est parce qu'on a des profils physiques. En Europe, c'est la France qui a le pays, au basket en tout cas, on a le pays où on a le plus de profils physiques. C'est pareil pour le foot. Parce qu'il y a énormément d'immigration en France. C'est pour ça qu'on on est le pays qui envoie le plus de joueurs en NBA par rapport à l'Espagne ou à la Croatie ou à la Serbie ou au truc. Mais j'attends la France le jour où la France sort un Jokic. Un mec comme Jokic. Ou un mec, même pas comme Jokic, comme Bogdanovic en NBA. Putain de shooter, stock, defense, handle, pull-up, sortie d'écran. J'aimerais bien. J'attends de voir un mec qui peut tourner à 20 points de moyenne en NBA. Comme Bogdanovic. Et me dites pas Evan Fournier, s'il vous plaît. Pourtant, je l'aime bien, Evan. Enfin, ouais. Donc voilà. de plus en plus de talents qui vont vers la NBA, même s'il y a plein d'autres raisons. Le fait que le championnat de France soit une belle passerelle en termes de style de jeu vers la NBA. Après, il faut voir ce que donneront nos joueurs français. C'est pas une garantie de succès. Mais c'est vrai que pareil, si le gap aujourd'hui il se réduit entre les. Merci beaucoup. Donc si déjà la formation elle est très bonne, comment ça se fait qu'on n'arrive pas à avoir de mecs qui tournent à plus de 20 points de moyenne? Moi j'aimerais juste savoir ça. Pourquoi on n'arrive pas à avoir de mecs qui tournent à 20 points de moyenne? Pourquoi? À l'échelle des compétitions internationales entre les États-Unis et les meilleures sélections du reste du monde, c'est justement parce qu'il y a une formation différente, et notamment en Europe à travers le sport amateur, qui mène quand même à du sport pro aussi.
ou du moins les sections jeunes des clubs, voilà, on peut, sans même parler de sport amateur finalement, comme l'a dit Joachim Noah, les clubs pro ont des sections U10 ou 12 qui elles jouent aussi contre des clubs amateurs d'ailleurs, contre les meilleurs clubs amateurs en jeunes, et ça permet enfin, ça développe bien entendu autrement tous les jeunes talents. Et avec, comme je l'ai dit, Ok, moi j'aimerais bien savoir qu'est-ce que ça fait d'avoir des U10, U10, U12 départ ou région. Qu'est-ce que ça change de plus que d'avoir des 8th graders qui jouent entre eux? Vous voulez. Malheureusement, je ne veux pas faire un live super long aujourd'hui, mais sinon je serais parti voir en détail. On aurait regardé des vidéos des U15 aux États-Unis. Je vous jure que vous voyez des U15 aux États-Unis, ça n'a rien à voir avec les U15 de ici, hein. Je vous le dis, moi. potentiel athlétique de plus en plus grand de la plupart de ces pays européens, plus le travail individuel, on est sur un écart qui se réduit considérablement. Moi, je continue de penser aujourd'hui que les Américains à Los Angeles en 2028, ça va être. Tu vois, quand je vois l'équipe de France, si on prend les derniers JO, hein, Mm. très grosse équipe américaine, ça se joue à rien contre une équipe de France qui est, qui est peut-être pas, qui est une très belle équipe, hein, qui s'est réveillée de manière spectaculaire, mais qui est passée proche d'être éliminée. Je me dis que l'équipe de France, peut-être pas au monde 2028, mais d'ici 4-5 ans, elle sera peut-être beaucoup plus forte que celle. Alors, peut-être que je me trompe, on verra, hein, ça dépend de plein de choses, mais de l'équipe de France qu'on avait en 2024. Et il a fallu, je suis retombé hier sur les paniers de Stephen Curry à 3 points. Et En fait, déjà, il y a une chose qui me fait rire. Franchement, et moi je suis français, j'étais pour la France sur ce match-là, mais on va arrêter de faire semblant, ok? Il n'y a aucun moment du match où on s'est dit que la France allait gagner. Ok, la France n'avait aucune chance de gagner. À chaque fois que les États-Unis ont mis l'accélérateur, ils partaient à plus 10. Après, ils se relâchaient, ils revenaient. Donc, arrêtez de faire genre s'il n'y avait pas Stephen Curry. Et même si. Et pourquoi. En fait, putain. Et vous savez, c'est ça qui m'énerve. En fait, on est trop des perdants, en fait. Là, ils veulent toujours faire croire que. Parce que, ouais, c'est Stephen Curry qui les a sauvés. Nanani, Les gars, ils n'ont pas perdu les JO depuis combien d'années, les gars? Depuis combien d'années ils n'ont pas perdu les JO? ils passent à ça, les mecs, en fait. Heureusement que Curry leur sauve la mise. Tu te rends compte, il y a Kevin Durant, LeBron James, Joel Embiid, Devin Booker, il a fallu que Stephen Curry les a sauvés quand même. Passe pas loin, vraiment pas loin de perdre avec Mais cette ils Dream étaient en Team. train de gagner au moment où Stephen Curry met les shoots. Ils étaient en train de gagner, putain. Putain, mais ça me casse les couilles, frère. Ils sont cons, quoi, wesh. Encore, tu me dis, la Serbie, ils disent, putain, il y a eu un miracle, les États-Unis. Mais déjà. Et les Américains, oui, ont toujours des talents individuels énormes, tu vois, un Cooper Flag, etc. Mais C'était une question dans le CQFR du week-end, on parlait des JO 2028, est-ce qu'on les voyait réussir à domicile, à avoir une équipe suffisamment forte pour endiguer la montée en puissance de la France, du Canada, il y aura la Serbie, enfin, toutes ces équipes-là, c'est vrai que c'est intéressant de se dire, bon, il y aura probablement pas. Déjà, je tiens à dire un truc. La France serait tombée sur la Serbie en demi-finale et serait même partie en finale. Déjà. On n'est pas sûr encore, mais il n'y aura normalement aucun des trois, ni LeBron, ni Curry, ni KD. En 2028, c'est dans 3 ans quand même. Bon, ouais, je dis ça, c'est possible, on sait jamais, peut-être un va peut-être savoir un pour accompagner. Ouais. pour le symbole, ouais. Mais Ce sera pas les Browns quand même. non, je sais pas, on se me méfie toujours à Los Angeles en 2028. Et c'est une question importante. Est-ce qu'après ils auront ce qui vient après ça? Parce que moi, c'est Dabo, il n'a là-dessus, pas je pensais 12 ans, que les gars. sur la qualité individuelle, c'était encore suffisant pour aujourd'hui avec l'équipe qu'il y avait. Effectivement, ils ont gagné grâce aux individualités, mais c'est vrai que c'est pas passé très loin. C'est l'après qui pose question, et l'après, c'est que des joueurs qui ont été encore plus abreuvés de cette formation-là dont on parlait et qui commencent à avoir des limites. Donc ça va être peut-être que 2028, ça va être le vrai tournant. Je sais pas, on verra. Sachant qu'on joue avec des règles FIBA, si on joue évidemment avec des règles NBA, je pense que ça serait différent. Même avec des règles FIBA, les Américains après, ils font partie des grands. En fait, tout dépend peut-être de la tournure des carrières que prendront Victor Wembanyama, Cooper Flag. Les individualités font aussi le sport, hein, si tout se joue pas autour de ça évidemment, mais voir un peu les grosses si les Américains ont des très très grosses individualités, généralement c'est ce qui leur permet de faire la différence au bout du compte, à un moment ou un autre. Donc à voir ce qui va se passer en 2028, de toute façon on a le temps de voir venir. L'équipe de France a des raisons d'être enthousiaste derrière Victor Wembanyama. C'est vrai qu'on a alors, sur 2028, j'avais fait un article sur Basket Session de l'équipe de France potentielle pour 2028, c'est quand même très intéressant. Il y a quand même beaucoup de talent entre Sarr qui a très bien débuté avec les Bleus, Rizaché, Penda, Traoré, Essengue, Malédon, Strazel, Nadir Rifi, c'est sans fin. Donc, en fait, ça me fait rire parce que, sans manquer de respect à tous ces mecs-là, hein, parce que c'est des très bons joueurs, c'est des excellents joueurs. Mais honnêtement, les gars, quand il dit tous ces noms-là, et moi je vous dis Jamorant, Lamelo Ball, Donovan Mitchell, Jalen Brown, Jason Tatum, c'est quelle liste qui fait la plus peur? Genre, en fait, tu vois, en fait, sincèrement, les gars, si on avait 4, 5, 6 joueurs en NBA qui étaient à peu près du niveau de Wembanyama en NBA, je t'aurais dit, là, on peut battre les USA, je pense. Tant que ça n'arrivera pas, tant qu'on n'aura pas des gars en NBA qui tournent à 20 points de moyenne, 22 points de moyenne, pour moi, ça n'arrivera pas. Et pour moi, les Américains ne seront jamais inquiets. Vous savez ce qui va se passer? À la Coupe du Monde 2027, ils vont ramener une équipe moyenne. Je pense que les États-Unis ne vont pas gagner parce qu'ils n'en ont rien à foutre de la Coupe du Monde. Ça va les énerver en 2028 chez eux. Vous pensez vraiment qu'en 2028 à LA chez eux, ils vont se permettre de perdre chez eux, les gars? Vous pensez vraiment? Vous pensez vraiment? Surtout, je vais vous dire une chose. Eux, les Américains, dans leur tête, c'est que la médaille d'or. Moi, je me rappelle encore.
enfin là, je viens de voir l'article là, je crois hier ou avant-hier, j'ai vu l'article de la coach des U18 qui dit que la médaille d'or qu'ils ont gagnée avec les U18, la médaille d'argent qu'ils ont gagnée avec les U18 a une saveur de médaille d'or. Ok? Il y en a peut-être qui vont pas voir le problème, mais je vais vous dire, aux États-Unis, jamais de la life, jamais de la vie, il y a un mec de Team USA, un coach qui va perdre en finale et qui va dire que cette médaille a la saveur d'une médaille d'or. Ok? Jamais de l'histoire du basket américain, je suis prêt à mourir tout de suite si ça arrive, que jamais un coach américain va dire la médaille d'argent a la saveur d'une médaille d'or. Déjà ça, rien que cette phrase-là, ok, quand tu perds de 8 points alors que tu as mené quand tu perds alors que tu menais de 8 points à 34 secondes, déjà ça, c'est une mentalité de loser. Vous avez beau me dire ce que vous voulez, c'est une mentalité de loser. Pensez comme ça, c'est une mentalité de perdant. À partir du moment où tu as une mentalité de perdant comme ça, pour moi, c'est impossible de battre les Américains. Pour battre les Américains, il faut penser déjà que tu es plus fort que eux. À partir du moment où tu te dis qu'ils sont plus forts que toi, tu vas jamais battre les Américains. Jamais. Jamais. Ça, c'est. Déjà, vous voyez cette phrase-là, c'est tout le problème qu'il y a dans tout le système français, en fait. C'est qu'on perd et on est satisfait. On perd, nos joueurs pros, ils se plaignent de la dernière faute qu'il y a eu sur l'écran en mouvement alors qu'on vient de choke à 8 points en 34 secondes. Putain. Jamais j'ai entendu cette phrase aux États-Unis. Hein. Le plus important, c'est participer, pas de gagner. J'ai jamais entendu cette phrase aux États-Unis. Il peut y avoir encore éventuellement Evan Fournier en capitaine, Gershon Yabouzélé, Mathias Le Sort, bref, Cordini. Le vivier français est aussi de plus en plus intéressant et présente un bon mix d'Euroleague, de joueurs qui sont maintenant très forts en Euroleague et de joueurs NBA. C'est vrai que c'est un sacré mix. Il y a beaucoup de choses à dire sur la formation. Tu m'as fait une petite passerelle sur les Browns. On peut parler des Lakers. Austin Reeves, qui serait pressenti à la fin de son contrat, donc à la fin de la saison, pour se retrouver avec un salaire à plus de 30 millions l'année. Ok, bon, ils ont fini avec la formation française. Bon, ça m'a. Et il a encore félicité là pour leur médaille d'argent ou pas, Nicolas Batum? J'espère qu'il l'a pas fait là. Parce que là, il n'y avait rien à féliciter, les gars. Clairement. Mais bon, en tout cas, c'était un sujet intéressant. Ok, j'aimerais bien. Attends, je vais mettre un commentaire. Je vais mettre un commentaire. Je vais mettre un commentaire. ChatGPT. Ok. Tu vas réagir aux vidéos de Next Chapter pour aujourd'hui, non, les gars. Je vais. J'écris mon commentaire. Ok. Je vais écrire mon commentaire. Tac. Voilà. J'ai mis mon commentaire, les gars. Sujet intéressant. J'aimerais bien débattre avec vous en live. Ok. Je vais liker leur vidéo. Tac. Je savais même pas qu'ils faisaient des podcasts. Mais bon. Ok. Bon, c'est tout pour ce live. Merci beaucoup à vous. On reste branché. Demain, non, demain, je peux pas faire de live, mais on reste branché. On se dit à bientôt, les gars. Merci à tous d'être venus, d'être branchés sur ce live. Ok. C'est un petit live court, désolé, mais I gotta go, man. I got stuff to do. Okay, guys, I'm out of here.